Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à chacun et chacune. Je suis Jocelyne Adrian-Meptoul et je vous remercie d'être au rendez-vous du podcast Femmes engagées, produit et réalisé par Femmes du Monde et réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties, politiques ou religieuses. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Dans le cadre de nos séries thématiques, le contexte international où un certain nombre de dirigeants prônent la force contre le droit, nous avons souhaité réaliser une série sur les femmes de loi. Car pour nous, une société du bien vivre ensemble et de la paix repose sur le socle du droit et rien d'autre. Parmi ces femmes de loi, nous nous sommes notamment intéressés à l'association Bâtonnières du Monde. Nous vous proposons de les écouter. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sadina Montani, bâtonnière de Washington, D.C. Madame la bâtonnière, chère Sadina Montani, je suis ravie de vous accueillir dans le podcast Femmes engagées. Je suis honorée d'être ici avec vous aujourd'hui, merci. Vous êtes donc, Sadina Montani, la 54e et actuelle bâtonnière de Washington, D.C., le plus grand barreau réglementaire unifié des États-Unis qui compte plus de 120 000 membres. Vous êtes spécialisée en droit du travail et vous travaillez comme associée au sein du cabinet d'avocats international Howell & Moring LLP. En 2020, vous avez été président de l'Association des femmes juristes du district de Columbia, avec laquelle vous avez dirigé une requête soumise à la Cour suprême américaine comme réponse à l'affaire Dobbs versus Jackson, en concertation avec 30 autres organisations pour condamner la révocation de la protection constitutionnelle du droit à l'IVG. Plus globalement, vous œuvrez depuis le début de votre carrière pour la protection des droits civiques des employés et des étudiants et étudiantes, et on peut dire que les droits humains et les droits des femmes sont au cœur de votre activité professionnelle et de votre engagement. Pouvez-vous vous présenter, nous dire qui vous êtes, ce que vous faites, et nous parler un peu, non seulement de votre travail, mais de cette association que vous avez rejointe, Bâtonnières du Monde, créée récemment par Vanessa Boussardeau. J'aimerais savoir pourquoi ce choix. Alors déjà, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce podcast et pour le travail que vous faites pour reconnaître et valoriser le travail des femmes autour du monde. C'est vraiment un honneur d'être là aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, il y a deux mondes qui occupent ma vie professionnelle en ce moment et en vrai plutôt ma vie personnelle aussi. Donc je suis actuellement la bâtonnière du barreau de Washington qui est une organisation obligatoire pour tous les avocats à Washington DC et donc le barreau compte à peu près 120 000 membres, donc on peut dire que c'est une organisation qui est quand même assez large. Heureusement, le mandat pour lequel j'ai été élue ne dure qu'un an, donc j'ai commencé en juillet cette année et je terminerai donc en juin 2026 et j'en suis assez heureuse parce que parallèlement je continue à travailler en tant qu'avocate dans mon cabinet. J'imagine que ça doit être un agenda très 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 chargé. Oui, effectivement, je travaille beaucoup. Heureusement, comme je le disais, le mandat ne dure qu'un an, heureusement, et j'ai des collègues qui travaillent dur et qui sont absolument géniaux et qui ont su m'assister pendant cette année très difficile. Donc, quand ma pratique du droit dans mon travail ne se croise pas avec les droits humains, je me bats quand même pour défendre un environnement de travail qui soit plus égalitaire. Et donc, je soutiens dans mon travail beaucoup d'employeurs, que ce soit des entreprises, des ONG, des think tanks et même des universités. Donc, au travail, je soutiens ces employeurs pour assurer le respect des lois
et je suis spécialisée dans tout ce qui est harcèlement sur le lieu de travail. Et donc je me bats beaucoup pour que les lieux de travail deviennent des endroits plus sûrs. Et donc mon type de cas de travail préféré, mais aussi mon type de travail moins préféré, c'est d'aider les gens justement dans tous ces cas d'harcèlement sur le lieu de travail et notamment de harcèlement sexuel ou de harcèlement lié au genre. J'aurais aimé que ce ne soit pas un problème, mais ça l'est et je suis contente de travailler sur ces questions. Et donc je trouve que ça a beaucoup de sens comme travail de pouvoir justement réussir à gagner la confiance des gens qui ont vécu des expériences négatives au travail ou des gens qui ont été témoins de ces expériences négatives au travail et ensuite d'aider les organisations, d'aider les employeurs à surpasser cette épreuve. Et donc vous m'avez aussi demandé pourquoi j'avais rejoint l'association Bâtonnières du Monde. Oui, absolument. Et pourquoi j'ai été directrice de l'association des femmes de droit du district de Columbia. Je voulais juste préciser que c'était une organisation qui avait été fondée aux États-Unis en 1917, donc bien avant que les femmes aient le droit de vote dans notre pays. Donc j'ai rejoint cette organisation quand j'étais encore qu'une étudiante en droit. Et d'ailleurs, je suis une avocate de première génération, mais aussi une étudiante de première génération. Je suis la première donc, de ma génération dans ma famille à être allée à l'université. Et donc, à cette époque de ma vie, trouver ce groupe de femmes avocates en rejoignant cette association a changé ma vie, on peut le dire. Donc, c'est évidemment un lieu de grande sororité et diriger cette association qui est, comme je l'ai dit, une des plus vieilles associations dans le pays. Et ça a été un honneur de servir ce terme dans cette association historique. Et donc, quand j'ai rencontré Vanessa plus tôt dans l'année à une convention de droit, elle m'a parlé de son collectif de bâtonnières du monde qu'elle venait de former. Et donc, évidemment, j'ai été tout de suite assez intriguée et excitée, enthousiaste à l'idée de rejoindre cette association. Et donc, à titre personnel, j'ai reçu le support, le soutien de générations de femmes au sein de mon association, comme je le disais avant. Et donc, rejoindre une association qui supporte, qui soutient les femmes de droit, mais aussi les intérêts de toutes les femmes, c'était comme un rêve pour moi. Eh bien, bravo si le rêve devient concret. D'autant plus dans le contexte international actuel où les régimes autoritaires augmentent dans le monde et au détriment des démocraties, où le droit international est de plus en plus bafoué et où au niveau des nations, des entorses au droit sont de plus en plus fréquentes. Pour vous, où en est le droit, justement, chez vous, aux États-Unis, d'une part, et puis ensuite dans le monde? Donc effectivement, c'est vrai qu'on observe en ce moment des vrais challenges, des vrais obstacles contre l'état de droit. On assiste à une érosion de la démocratie, du droit et surtout du droit international et une grande pression est mise sur les cours, notamment au niveau international. Et donc évidemment, les États-Unis ne sont pas immunisés contre ces pressions contre le droit. Nos systèmes de droit ont été construits sur nos principes fondamentaux du droit, sur l'indépendance des cours, sur le système des check and balances. Et donc, c'est très important qu'on protège ces mécanismes. Oui, et combien? Justement, est-ce que spécifiquement les avocates, les bâtonnières, c'est-à-dire les femmes de droit, peuvent faire pour amener au niveau mondial, au niveau chacune de son pays, mais de manière plus globale au niveau mondial, comment peuvent-elles faire pour ramener le droit au centre de la société? Est-ce que vous avez, vous, femme de droit, vous, Sadina, un rôle spécial à jouer par rapport aux hommes? Je pense que les femmes de droit ont effectivement un rôle distinct des hommes parce que du fait des expériences qu'elles ont vécues, elles ont en général plus d'empathie. Et donc même si le droit est effectivement fait pour tout le monde et que les hommes et les femmes doivent lutter ensemble, les femmes peuvent aider à élargir la conversation et surtout à inclure plus de personnes dans ce débat.
Et donc dans le monde, je pense que les femmes, et surtout les femmes avocates, sont vraiment en première ligne de ce combat, et parfois à leurs propres risques et périls. Et je pense que les femmes bâtonnières ont un rôle particulier dans ce combat, non seulement pour renforcer les droits, mais aussi pour protéger les défenseurs et les défenseuses, et ce qui me tient le plus à cœur, pour mentorer la future génération de femmes dans le droit qui arrive. J'imagine que ce genre de collectif, comme l'association que vous présidiez ou celle dont vous êtes membre des bâtonnières, aide à amplifier cette lutte. Effectivement, j'en suis certaine que ces associations, ces organisations peuvent nous aider, peuvent surtout nous rappeler le simple pouvoir d'être visible en tant que femme de droit, en tant que femme avocate et aussi en tant que femme leader. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un podcast qui est sorti récemment dans le New York Times qui s'intitulait « Est-ce que les femmes ont ruiné le lieu de travail ?» Alors, déjà, je ne veux pas donner plus d'importance que ça, plus d'oxygène à ce genre de travail que je trouve très offensant en tant qu'avocate qui travaille dans le droit du travail, mais aussi en tant que féministe. Mais je pense que dans ce débat, on a encore une fois cette importance d'être visible, de donner de la visibilité et du pouvoir aux femmes de droit, aux femmes leaders dans tous les domaines de la vie professionnelle. Et malheureusement, pour combattre ces stéréotypes misogynes qui sont encore très répandus, il est important de montrer justement le pouvoir, le leadership des femmes, pour montrer que ce sont bien des contre-vérités et non pas des vérités. Oui, je pense que la force des femmes, elle est justement de laisser de côté tous ces stéréotypes négatifs et d'être toujours positive et constructive. Je pense que c'est lié aussi à notre éducation de femmes, de filles, partout dans le monde. Le temps passe, donc il faut qu'on avance un peu. Si vous voulez, nous allons, sauf si vous avez autre chose à ajouter là sur le plan professionnel, nous allons passer à la deuxième partie et sur votre parcours personnel. Qu'est-ce qui, dans votre parcours personnel, vous a conduit à devenir la bâtonnière de Washington DC? Rien que ça. Peut-être pouvez-vous nous raconter où vous êtes né, dans quelle famille vous avez grandi et voilà ce qui a pu déclencher ou pas cette vocation. Alors, je suis née à Indianapolis, qui est au milieu de mon pays, donc les États-Unis. Et quand j'étais jeune, ma famille, donc mes parents et mes frères, on a déménagé dans le Michigan, qui est un peu plus au nord que Indianapolis. Et si vous regardez sur une carte, c'est la partie qui ressemble un peu à une mitaine. Et donc le Michigan où j'ai grandi est un endroit qui est certes très beau, on a des très belles plages, des très beaux lacs, mais c'est une région qui reste assez traditionnelle au niveau des attentes qu'on a pour les différents genres, pour les différentes familles. Et donc, quand j'étais petite, je connaissais aucune femme avocate. Et d'ailleurs, je crois que je connaissais pas d'avocat tout court. Les seuls avocats que j'avais vus, c'était à la télé ou dans les livres. Et donc, quand j'étais jeune, j'ai toujours été assez attirée par tout ce qui est histoire et études plus sociales. J'ai toujours été intéressée par la façon dont le droit et le gouvernement fonctionnaient. Mais j'étais aussi une musicienne assez talentueuse et donc j'ai été beaucoup encouragée par mes proches à poursuivre une carrière dans la musique parce que, assez paradoxalement, c'était vu comme une carrière plus appropriée pour une femme que le droit. De quel instrument jouiez-vous? Ou jouez-vous toujours? Alors, je jouais du violon, je n'en joue plus aujourd'hui, mais je jouais du violon dans des orchestres jusqu'au début de ma vingtaine. Et d'ailleurs, j'ai fait ma licence dans le domaine de la musique et j'ai été encouragée par mes proches et surtout par mes professeurs à devenir une musicienne. Et donc, quand j'ai déménagé à Washington DC vers 22 ou 23 ans, ça a été perçu un peu comme une rébellion, puisque j'ai quitté les études de musique pour étudier l'histoire et le droit à la place.
Et donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, pendant mes études de droit, j'ai rejoint l'association des femmes de droit à Washington, D.C. Et c'est ce groupe de femmes qui m'a vraiment permis de recevoir le soutien, les encouragements, le mentorat dont j'avais besoin à l'époque. Et c'est pour ça que tout au long de ma carrière, j'ai essayé de redonner ce qu'on m'avait donné à ce moment de ma vie. Et donc, j'ai toujours fait partie de différentes communautés et de programmes de mentorat, que ce soit au niveau des pairs, donc on s'aide entre pairs, ou justement pour mentorer des juniors, les gens qui arrivent derrière nous. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment grandi dans cet esprit de communauté et donc j'ai toujours eu envie de continuer à soutenir et à encourager les gens. Et donc, c'est un peu la version courte de comment je suis devenue bâtonnière de Washington. Bravo. Et aujourd'hui, quand vous n'êtes pas au barreau ou quand vous n'êtes pas en train de plaider, qu'est-ce que vous faites? Nous savons déjà que vous avez un chien et un chat que nous avons vu passer tout à l'heure. Alors effectivement, j'ai 2 chiens. J'en ai un petit, alors les auditeurs et les auditrices ne peuvent pas voir, mais il est petit, il aime se mettre dans un lit de chat, mais c'est effectivement un chien et pas un chat. Et donc j'ai 2 chiens, un petit qui s'appelle Oliver et un grand qui s'appelle Stella. Et avec mon mari, on aime beaucoup... on accueille beaucoup de chiens réfugiés et on aime beaucoup avoir ces chiens à la maison et ça nous apporte beaucoup de joie au quotidien. Et donc effectivement, j'ai pas beaucoup de temps libre, comme on en rigolait tout à l'heure, mais quand j'en ai, à part promener mes chiens, j'aime beaucoup passer du temps à un endroit dans mon quartier qui est un studio de yoga et de bien-être. Et là, j'ai trouvé une communauté de femmes avec qui on peut méditer, pratiquer la self-care, etc. Et donc, c'est vraiment une communauté merveilleuse que j'ai trouvée ici à Baltimore où je vis, qui est juste au nord de Washington, D.C. Très bien. Nous nous acheminons vers la fin de cet entretien. Et si vous en êtes d'accord, nous poursuivons par le petit questionnaire de Proust revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Quel est le principal trait de votre caractère? La candeur. D'accord. La qualité que vous préférez chez un homme ou chez une femme? La consistance intellectuelle qui est pour moi l'opposé de l'hypocrisie. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis? La capacité à pouvoir leur faire confiance. Quel est le pays où vous désireriez vivre? Évidemment la France, si vous voulez bien m'accueillir. Quelle réforme politique a selon vous amélioré la société en général? Aux États-Unis en particulier, je dirais le 19e amendement de la Constitution qui a permis aux femmes de pouvoir voter. Si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous? Je détruirais toutes les armes de guerre. Comme vous avez raison. Quelle est la couleur que vous préférez et pourquoi? Le violet, parce que c'était la couleur des suffragettes et c'était aussi la couleur préférée de ma grand-mère. Et c'est toujours la couleur des féministes. Est-ce que vous avez une cuisine ou un plat favori? Est-ce que vous cuisinez vous-même? Alors, ma cuisine préférée, c'est sans doute la cuisine thaïlandaise. Et pour les plats, je vais vous en donner 2 en fonction de l'endroit où je suis. Le premier, c'est le pain au chocolat, si je suis à Paris. Et le deuxième, c'est le kal soi, si je suis en Thaïlande. Très bien. Et vous-même, vous cuisinez? Non, mon mari fait toute la cuisine. Est-ce qu'il est bon cuisinier? Assez bon. Ok. Votre animal totem dans lequel vous pourriez vous réincarner? Une chouette. Pourquoi? Alors 2 raisons. Déjà, c'était aussi l'animal préféré de ma grand-mère. Et ensuite, les chouettes sont des animaux très sages, mais aussi un peu sournois qui voient tout. Très bien. Votre grand-mère tient une grande place dans votre vie. Oui. Est-ce que vous avez des auteurs ou autrices préférés? Alors, mon auteur préféré, ça serait John Steinbeck, qui est un auteur assez traditionnel. J'aime aussi un duo d'auteurs suédois qui s'appellent Maj Sohan et Per Wahlöö, qui écrivent plutôt des livres policiers de mystère. Et j'aime beaucoup Erik Larson, côté littérature, fiction historique. Quel est votre musicien préféré?
Alors c'est une liste très longue, j'aime beaucoup Shostakovich, Stravinsky, Chopin, Hindemith, et je vais m'arrêter là parce que la liste est vraiment très longue. Si vous étiez un mot, Attentive. si vous étiez un lieu, Alors je serais un banc dans un parc à Oslo, en Norvège, en périphérie de la ville, donc je verrais quand même tous les gens marcher, mais je serais quand même proche de la nature. super. Si vous étiez une odeur, Alors je serais l'odeur d'un parc en ville au printemps juste après qu'il ait plu. est-ce que vous avez une devise ou un mantra qui vous sert de guide dans la vie? Alors je me pose souvent la question de savoir si quand je fais quelque chose, ça rendrait fière la Sadina de 15 ans, mais aussi la future Sadina de 65 ans. Dernière question. Quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose? Alors la question que j'aurais aimé que vous me posiez, c'était quel était mon premier mot en tant que bébé? Ah, mais je vous la pose, la question. Alors c'était Candy, donc bonbon, et la raison derrière ça, c'est que c'était le nom du chien de ma famille, et donc comme vous l'avez compris, j'adore les chiens, et donc c'est voilà un fun fact. Mais vous êtes aussi, quand on trouve quelqu'un d'agréable, de particulièrement agréable, on dit c'est une personne sucrée. Bonbon, sucré, voilà, je trouve que c'est aussi quelque chose qui peut vous définir. Merci beaucoup, chère Sadina Montani. On vous remercie d'avoir accepté de faire cet entretien à distance depuis les États-Unis pour le podcast Femmes engagées. Merci infiniment. Merci encore de m'avoir reçu dans ce podcast et de m'avoir inclus dans cette série de femmes exceptionnelles. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté notre podcast et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Femmes de loi. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes engagées est enregistré soit dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse, soit en micro-nomade. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. Merci à Marie Cholet, Léa Robert, Huguette Klein, Mathieu de la Souchère, Flore Lefebvre, Anita Nicolas Bruder, Camille Goasduf, Hermine Demoissac, Okulani Panerio Langer. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.